Bienvenue, aujourd'hui on va explorer un sujet vraiment fascinant, l'évolution. On s'appuie sur une super vidéo de patience pour décortiquer un peu les mécanismes clés, cette échelle de temps incroyable, et quelques aspects un peu surprenants, sans se noyer dans le technique, hein. Alors, pour démarrer, il y a comme trois piliers essentiels, c'est ça? D'abord, la reproduction, qui transmet les traits, l'hérédité. C'est ça. Ensuite, la variation, ces petites différences entre les générations. Oui, Et puis, la sélection naturelle, le fameux filtre de l'environnement, quoi. exactement. Et c'est la répétition de tout ça sur des millions, même des milliards d'années, qui sculptent le vivant. Tout à fait. C'est ça qui est crucial. Et attention, on parle bien de l'évolution du vivant, pas de comment la vie est apparue au tout début. Ça, c'est l'abiogénèse, une autre question. Bien sûr. Et cette échelle de temps, franchement, ça donne le vertige. Tout semble démarrer de Lucas, le dernier ancêtre commun universel, il y a, pfiou, 3,8 milliards d'années. Incroyable. Pendant presque 2 milliards d'années, la vie reste hyper simple, juste des cellules uniques. Puis hop, les organismes pluricellulaires apparaissent, il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Ah d'accord. La reproduction sexuée qui va vraiment booster la variation, ça arrive vers 1 milliard d'années. Et le grand boom, c'est l'explosion cambrienne, 500 millions d'années. Là, on voit une diversification dingue des formes animales. C'est tellement immense que c'est dur à visualiser. J'ai adoré l'analogie dans la vidéo l'arbre généalogique que juste des animaux si on le dessinait sur une feuille A4. Expert speaker. Ah oui, celle-là est parlante. La feuille ferait 3 fois la hauteur de la Terre et serait 1 milliard de fois plus large. C'est juste fou. Et on se rend compte que les animaux, c'est une part minuscule de la biomasse totale. Oui, dominé par les plantes, les bactéries. Et le truc qui marque aussi, c'est l'extinction. Plus de 99% des espèces qui ont existé ont disparu. L'évolution, c'est pas une progression linéaire vers le mieux, quoi. Non, c'est une adaptation permanente et souvent ça ne suffit pas. Mais cette longue histoire nous relie tous. Prenez-nous, un humain et une grenouille. Oui, Notre dernier ancêtre commun remonte à environ 350 millions d'années. Ça fait à la louche 100 millions de générations entre nous. 100 millions. Expert speaker. On est tous cousins. Très éloignés, mais cousins. Et ça, l'anatomie comparée, la génétique, tout le confirme. Revenons un peu sur la variation. D'où elle vient exactement? On imagine souvent les mutations à cause, je sais pas, des radiations. Oui, c'est l'image classique, mais c'est très partiel. En fait, la plupart des variations viennent d'erreurs toutes bêtes, quand l'ADN est copié. Ah bon? Oui, des lettres changées, oubliées, parfois des bouts entiers d'ADN dupliqués, supprimés, déplacés. Et surtout, il y a le brassage génétique énorme qui se produit avec la reproduction sexuée. Ça mélange les cartes à chaque génération. D'accord. Et le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que cette variation, elle est aléatoire. Elle n'arrive pas parce qu'elle serait utile ou bénéfique. C'est le hasard pur. Ok, hasard pour la variation. Mais la sélection, alors là, pas de hasard du tout. C'est bien ça. Exactement le contraire. La sélection naturelle, c'est le tri. C'est un filtre qui dépend de l'environnement. Et il n'est pas aléatoire, lui. Il favorise les individus qui, dans cet environnement donné, laissent plus de descendants viables. Donc pas juste survivre, mais se reproduire plus. C'est ça, la reproduction différentielle. Ça englobe tout. Trouver un partenaire, réussir à élever ses jeunes, échapper aux prédateurs, résister aux maladies. Tout ce qui permet de transmettre ses gènes plus efficacement que les autres. Et ce qui est frappant, c'est qu'un tout petit avantage peut suffire. L'exemple donné. 1% de chance en plus d'avoir un descendant. Oui. Eh bien, ça peut se généraliser à une énorme population, 1 milliard d'individus, en seulement 2400 générations. Plus petits avantages cumulés. On le voit très bien d'ailleurs avec les simulations informatiques. Ah oui. Expert speaker. Depuis les années 90, on fait ça. Des organismes virtuels avec un génome codé. On introduit des variations aléatoires dans ce code à chaque génération et on sélectionne ceux qui réussissent le mieux une tâche, genre se déplacer le plus loin. Et ça marche? Eh ben oui, on voit émerger spontanément des stratégies de locomotion, des formes complexes, des adaptations. Sans aucun plan, juste par variation-sélection répétée. Ça montre bien la puissance du processus. Donc l'environnement est vraiment le chef d'orchestre de la sélection. Et cet environnement, c'est pas juste le climat ou le relief. Non, non, c'est beaucoup plus large. Ça inclut surtout les autres êtres vivants, les proies disponibles, les prédateurs qui rôdent, les concurrents pour la nourriture ou le territoire, et bien sûr les partenaires sexuels. Comme l'exemple du crabe. Oui, le crabe violoniste avec sa grosse pince. Au départ, une pince un peu plus grosse est peut-être utile pour se battre contre d'autres mâles.
Logique. Mais si, pour une raison ou une autre, les femelles commencent à préférer les mâles avec les pinces les plus grosses, alors la sélection va pousser vers des pinces de plus en plus énormes. Même si ça devient un handicap. Exactement. Même si ça devient tellement gros que c'est difficile de se nourrir ou de se déplacer, là l'environnement sélectif, la préférence des femelles, est lui-même un produit de l'évolution et façonne l'évolution à son tour. C'est une boucle. C'est fascinant, cette interdépendance. Et il y a aussi cette autre vision un peu euh, déroutante, celle du gène égoïste. Expert speaker. Ah oui, la perspective de Dawkins. Ça change un peu le regard. L'idée de base, c'est que l'unité sur laquelle la sélection agit vraiment, ce n'est pas tant l'individu ou le groupe, mais le gène lui-même. Le gène, comment ça? L'évolution favoriserait les gènes qui ont les meilleures stratégies pour se copier et se transmettre à la génération suivante, peu importe l'effet sur l'individu porteur, tant que le gène se propage. Et ça peut expliquer des trucs comme l'altruisme? Oui, c'est une des forces de cette théorie. Par exemple, la sélection de parentèle. Aider ses frères, ses sœurs, ses enfants, ils partagent une partie de vos gènes. Donc, un gène qui pousse à aider ses proches peut favoriser sa propre propagation, même si l'individu qui aide prend des risques. Malin le gène, expert speaker, en quelque sorte. Et l'exemple de la fourmi d'au feu avec le gène GP9, c'est assez extrême. En raconter. Expert speaker. En gros, il existe différentes versions de ce gène. Les ouvrières qui ont une certaine version, la version AB, reconnaissent les reines qui ont l'autre version, B, et les tuent. Carrément? Oui, le gène AB assure sa propre domination en éliminant la concurrence directe au sein même de la colonie. C'est une illustration très directe de cette idée de compétition entre gènes. D'accord, donc si on essaye de synthétiser un peu tout ça, On a des variations qui arrivent au pif, quoi. c'est ça, aléatoire. Et une sélection qui, elle, n'est pas du tout aléatoire, qui trie en fonction de l'environnement, y compris les autres êtres vivants et même les préférences des partenaires. Exactement, un tri directionnel. Et tout ça répété, répété, sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement, ça donne cette diversité incroyable, cette complexité, ces adaptations parfois bluffantes. Sans but final, sans plan préétabli, juste un processus d'optimisation mais aveugle. Expert speaker. C'est une excellente synthèse. C'est un mécanisme d'une puissance incroyable capable de générer de la complexité à partir de règles finalement assez simples, répétées à l'infini. Impressionnant. Et peut-être une dernière pensée pour conclure, si on adopte cette perspective du gène égoïste, même si elle est à nuancer, et qu'on voit qu'elle peut éclairer des comportements comme l'altruisme envers la famille, ou à l'inverse, l'agression envers ceux qui sont génétiquement différents, comme chez ces fourmis, Oui. expert speaker, quelle piste ça pourrait ouvrir pour réfléchir à nos propres comportements sociaux, nous les humains? Sans tomber dans le piège du tout biologique, évidemment, mais comment cette très longue histoire évolutive, cette logique de la transmission des gènes pourrait continuer d'influencer, même de façon subtile, nos interactions, nos sociétés? C'est une question ouverte, bien sûr. Une question très intéressante pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant.